Bonsoir chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité internationale du jour, c'est la visite d'État effectuée aujourd'hui en Syrie, à Damas, par le président iranien Ibrahim Raïssi, afin de réaffirmer son soutien à Bachar al-Assad, mis au ban par la communauté internationale depuis 2011 et accusé de crimes contre l'humanité, entre autres. Une normalisation qui insupporte certains en Syrie. Nous, les habitants du nord de la Syrie, nous nous sommes sentis trahis lorsque nous avons entendu parler de la normalisation avec Bachar el-Assad. C'est inacceptable après 12 ans de révolution et de lutte. Le contexte géopolitique au Proche et au Moyen-Orient est-il en train de changer? La Syrie de Bachar el-Assad est-elle à nouveau fréquentable? On en débattra ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Avec un programme alléchant, je crois. Oui, la crise bancaire continue aux États-Unis, ça c'est pas alléchant. La First Republic Bank a fait faillite, elle a été rachetée par JP Morgan, le géant financier, mais le vrai JP Morgan, l'homme, en plus de collectionner les banques, collectionnait les œuvres d'art, une des plus grandes collections réalisées par un particulier. On verra ça avec vous. Un programme alléchant, Marie Bonisseau. Oui, pareil. Moi, je vous emmène au large du Canada. C'est la saison des icebergs. En ce moment, nous allons les regarder flotter et certains ont des formes, disons, intéressantes. C'est le mot, c'est bel euphémisme. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, on est heureux d'accueillir Bill François, docteur en mécanique des fluides appliqués à la nage des bancs de poissons, mais aussi naturaliste, humoriste, éloquent, le genre de gars incasable, en somme, qui publie le plus grand menu du monde, une histoire allègre de nos aliments. Vous avez le programme, c'est parti. Bill François, le plus grand menu du monde, bonsoir. Bonsoir. Chez Fayard, c'est paru il y a un mois, à peine. C'est ça. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Chère Anna et cher Benjamin. Vous n'aimez pas en France ce côté, on met les gens dans des petites cases. Parce que vous êtes insaisissable, ou en tout cas inclassable. Vous êtes biophysicien, vous êtes naturaliste, vous êtes aussi un humoriste, vous êtes poète, vous écrivez des tas de choses, vous êtes essayiste. Où êtes-vous? Je trouve ça chouette de faire beaucoup de choses à la fois. Eh bien absolument, et dont acte donc. Alors, pour mieux vous connaître, pour ceux qui auraient oublié que nous vous avions reçu il y a 2 ans dans 28 minutes, votre portrait réalisé par Gaël Legras. La nature sauvage, l'éloquence, un menu, c'est la règle de 3 de Bill François. Depuis tout petit, il se dit passionné par la nature sauvage. J'étais toujours en train de chercher des insectes, des têtards ou d'observer les oiseaux. Il lit la revue naturaliste La Hulotte et apprécie l'écrivain Maurice Genevoix, auteur notamment du roman-poème La forêt perdue. À la question « Quel animal sauvage souhaiteriez-vous être ?» fasciné en particulier par le monde aquatique, il répond « Une loutre, un phoque, un dauphin ou un albatros ». Normal Sup, puis grande école d'ingénieur. En 2021, à l'âge de 28 ans, il présente une thèse de doctorat en physique sur la mécanique des fluides appliquée à la nage des bancs de poissons. L'objectif principal de cette thèse est de fournir une meilleure compréhension de la nage intermittente en étudiant à la fois les aspects hydrodynamiques, statistiques et comportementaux. Biophysicien, il participe aussi à des concours d'éloquence. La littérature a toujours été un loisir, il écrit de la poésie, des nouvelles, des discours et en 2017, il se présente aux Journées de l'éloquence d'Aix-en-Provence avec un texte intitulé « L'ambition est le dernier refuge d'un raté ». Par exemple, Victor Hugo, Victor Hugo, quand il était jeune, il disait « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Typique du raté, puisqu'il n'a ni été Chateaubriand, ni été rien. En 2019, il remporte le concours de l'émission de France 2, Le Grand Oral. Pour moi, la langue française est une passion, un jeu, elle me permet de m'évader, commande-t-il. Cette victoire lui permet de décrocher un contrat d'édition chez Fayard. Son livre, Éloquence de la sardine, est traduit en 13 langues. Il se produit aussi sur scène, dans un spectacle humoristique, et il est sollicité pour des conférences dans lesquelles il expose ses connaissances et sa fantaisie. L'élégance de la nature inspire évidemment énormément nos ingénieurs. Des millions d'espèces végétales de la forêt amazonienne. On a sorti le sac banane, permettant de reconnaître dans une foule de touristes ceux qui sont d'origine germanique. Dans son nouveau livre, Le plus grand menu du monde, il s'intéresse à l'histoire de nos repas. On y apprend notamment qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'agro-industrie a créé des races de poulets à la croissance ultra rapide, 8 fois plus lourds. Selon lui, l'animal est devenu aujourd'hui un minerai de viande produit en usine, coté en bourse et vendu à la tonne. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Parce que vous parliez des ambitions de Victor Hugo petit, mais les vôtres, c'était quoi? C'était déjà vulgarisé? J'adorais déjà écrire des livres, notamment sur la nature. Oui. Ouais. Alors, dans ce livre, Le plus grand menu du monde, paru chez Fayard, on apprend plein de choses, notamment
à l'apéritif, quand on plonge la main dans un bol de pistaches, eh bien, on ne sait pas toujours qu'on remonte aux pistachiers plantés dans le jardin du roi sous Louis XIII, donc dans le jardin des plantes à Paris, et que la plantation de ce jardin a entraîné une découverte fondamentale, quelques siècles après, sur le sexe, l'appareil génital des plantes et des fleurs. Tout ça autour d'une pistache. C'est ça, c'est une pistache et une seule qui nous a permis de comprendre toutes les histoires de fleurs, d'abeilles, de pollinisation et de reproduction des végétaux. En fait, l'Église empêchait qu'on comprenne ça parce que pour eux, c'était tabou. On ne pouvait pas imaginer que des choses aussi innocentes que les fleurs puissent être des sexes. Parce que les fleurs, c'est le sexe des plantes, des plantes à fleurs. Et donc, c'est grâce à un pistachier qui a été planté par Sébastien Vaillant, par Tournefort, et où ensuite Sébastien Vaillant, donc l'élève de Tournefort, a fait des expériences dessus. Les pistachiers, il y a des mâles et des femelles. Et ce pistachier-là, c'était un mâle. Et il a démontré, en trouvant un pistachier femelle, qu'en secouant le pollen de l'un sur les fleurs de l'autre, on obtenait des pistaches. Les toutes premières pistaches cultivées à Paris, c'est grâce à ça qu'on sait depuis que les plantes se reproduisent grâce aux fleurs. Bon, alors lui, il a été censuré, évidemment, Sébastien Vaillant, immédiatement, mais depuis, on le sait. Et comme sa découverte, le pistachier est toujours là. Mais oui, au Jardin des Plantes, tout le monde peut aller le voir au Jardin des Plantes. Alors, on apprend des trucs aussi incroyables sur la laitue, cette salade bénigne, verte, molle et tendre. Ça a été vécu, la laitue, à une époque, comme un truc un peu maléfique. Et d'ailleurs, on produisait du psychotrope avec la laitue. La laitue, elle paraît innocente, mais c'était une drogue de sorcière à l'époque, oui. La laitue sauvage, si vous distillez plein de laitue sauvage, ça peut même marcher avec des laitues cultivées, mais il en faudrait beaucoup. Ne le faites pas chez vous, mais vous obtiendrez une substance qui donne des effets hallucinogènes, et c'est ça qui donnait aux sorcières l'impression de voler lors des sabbats. C'est de là que ça vient. Alors la tomate, elle n'était pas hallucinogène, mais elle faisait peur. Pourquoi cela quand elle arrive en Europe? Elle arrive quand en Europe, la tomate? La tomate, elle arrive en Europe après la découverte de l'Amérique, avec les grandes découvertes, mais elle n'a pas conquis l'Europe immédiatement parce qu'elle faisait peur. Alors pourquoi elle faisait peur? Parce qu'en fait, elle fait partie d'une famille de plantes qui s'appelle les Solanacées, et qui, en Amérique, ont donné des plantes comestibles, mais en Europe, les graines de cette famille ont évolué et donné des plantes plutôt de sorcières, comme la belladone, cette baie qui servait à empoisonner, en fait, à faire des assassinats, ou encore la mandragore qu'on retrouve dans Harry Potter, avec des racines étranges. Donc, quand la tomate est arrivée, les savants ont tout de suite pensé que c'était une plante maléfique, puisqu'elle était de la même famille que les autres. Et donc, les savants déconseillaient d'en manger. Par contre, heureusement, le peuple en Europe du Sud en consommait parce qu'ils écoutaient plutôt les marins qui, eux, avaient vu que les locaux en Amérique mangeaient des tomates. Et c'est comme ça que, peu à peu, la tomate a pu conquérir l'Europe. Mais au départ, elle faisait peur. À propos de marins, il n'est question, alors que vous êtes spécialiste des poissons, de la nage, de la mécanique des fluides appliqués à la nage des bancs de poissons, il n'est question que d'un petit poisson, enfin non, c'est un gros poisson, le saumon, c'est tout. Ni sardine, ni mulet, ni quoi que ce soit, juste le saumon. Dans ce livre ? Oui. Oui, en fait, c'est un choix parce que j'ai déjà parlé beaucoup des poissons dans mon premier livre. C'est d'ailleurs un peu ça qui m'a donné l'idée en voyant que dans nos assiettes, on avait plein de poissons auxquels on ne pensait pas toujours, qui m'a donné l'idée de parler des autres espèces. Et donc là, j'ai voulu parler plus d'autres espèces. Trop de poissons. Bill François, nous mangeons... D'abord, mangez-vous du poisson? Deuxième question, êtes-vous végétarien? Et troisième question, mangeons-nous trop de poissons? Parce que je crois que vous êtes très attaché à une forme de lutte contre la surpêche. Alors, première question, oui, je mange du poisson, mais je fais attention, évidemment, à d'où il vient. J'en mange très peu parce qu'on en mange trop. Et je mange uniquement du poisson que je pêche moi-même ou qui est pêché par des gens que je connais. Où pêchez-vous? Alors, je pêche un peu partout, mais pour le poisson que je mange, c'est plutôt du poisson de mer, parce qu'en eau douce, il vaut mieux relâcher le poisson puisqu'il y en a moins. Mais voilà, plutôt du poisson de mer, par exemple en Bretagne. J'en consomme très peu, juste pour des occasions, avec des amis. J'ai un Saint-Pierre dans mon congélateur, par exemple, que je vais bientôt déguster avec des amis, mais c'est plutôt à titre exceptionnel parce que c'est ça que ça devrait. Le poisson doit être un produit de luxe qui doit être consommé pour certaines grandes occasions et c'est que à cette condition-là qu'on peut être un prédateur responsable qui, comme tous les prédateurs, a sa place dans la chaîne alimentaire au lieu d'être une espèce nuisible qui consomme trop. Car les ressources halieutiques s'épuisent. Alors, on va parler d'autre chose, peut-être manger des algues, Anna. Exactement, manger des algues, c'est peut-être le futur de notre alimentation. Donc vous les connaissez peut-être, elles sont vertes, jaunes, rouges. Il y a la spiruline, l'algue nori ou encore la laitue de mer. Et non seulement elles ont des vertus nutritionnelles assez intéressantes, peu de calories, peu de graisse, peu de sucre, mais surtout elles sont très riches en fibres et en vitamines, mais surtout en plus, eh bien, la planète y trouve son compte parce que les algues seraient capables de séquestrer
autant de carbone que les arbres des forêts tropicales. En France, en tout cas, la filière, elle se développe rapidement parce que les algues poussent vite, jusqu'à 30 cm par jour. Et donc, la France est devenue le deuxième producteur européen d'algues avec 75 000 tonnes annuelles. Et preuve ultime que ce secteur a de l'avenir, eh bien, Amazon, le géant du commerce en ligne, vient de se lancer dans le financement d'une ferme d'algues en mer. Bill François, est-ce que l'alimentation de demain, c'est celle à base d'aliments qui seront sains pour la planète ? Alors, à base d'aliments Amazon, je ne suis pas sûr. À base d'algues, en revanche, certainement, je pense que ça va passer par là. Et aussi, peut-être, à partir des poissons qui mangent des algues. Parce que la plupart des poissons mangent du poisson. Ce qui fait qu'élever du poisson, ce n'est pas une solution, parce qu'il faut pêcher du poisson pour le nourrir. Mais certaines espèces mangent des algues, par exemple le tilapia, par exemple le pangasius, par exemple un nouveau poisson qui s'appelle l'oméga bars, qui est en train d'être élevé en Belgique. Et ça peut être aussi une solution. Parce que comme ça ne consomme pas de poisson. Je me souviens, quand vous avez fait paraître l'éloquence de la sardine, il était question des requins et du fait que les grille-pains sont plus nuisibles pour l'homme que les requins. 10 fois plus de problématiques, enfin de problèmes sérieux à cause des grille-pains qu'à cause des requins, qu'à cause des attaques de requins. À travers cette façon allègre et fantaisiste que vous avez d'évoquer des faits scientifiques, vous avez une vraie volonté de vous poser, non pas comme un lanceur d'alerte, mais en tout cas de mobiliser pour l'environnement. Oui, j'aimerais là, en l'occurrence, c'était pour la défense des grands squales. C'était pour la défense des requins, pour réfléchir à notre rapport au monde sauvage et aux grandes espèces marines. Là, c'est pour réfléchir à un autre rapport au monde qui est le monde dans nos assiettes et se poser la question de notre place dans la chaîne alimentaire. Parce qu'on est un prédateur, on fait partie d'une chaîne alimentaire, mais on a tendance à oublier ça, à dématérialiser un peu ce qu'on mange. Et je pense qu'en écoutant les histoires qu'ont à nous raconter toutes les espèces formidables qui sont dans nos assiettes, parce que souvent on mange devant la télé, on s'émerveille des bestioles qu'il y a à la télé, mais on ne pense pas aux plantes et aux animaux incroyables qui ont des histoires dans nos assiettes. Si on y pensait, ça nous ferait sans doute réfléchir. On ne mangerait plus d'œufs de saumon, on se dirait je mange des ovules, par exemple. C'est ça, c'est le cas. On devrait regarder différemment la mouche quand même, parce que c'est quand même grâce à elle qu'on a du fromage dans nos assiettes, racontez-vous. C'est vrai, la mouche, elle peut nous agacer pendant un repas, mais c'est quand même grâce à elle qu'on fait une grande partie du repas, notamment le fromage. Ça, c'est une histoire complètement incroyable. Ouais. Il faut savoir que les mouches, c'est des ivrognes volants. C'est un insecte qui doit boire en permanence de l'alcool pour combattre ses maladies. Et elles boivent l'alcool dans des fruits fermentés, qui du coup fermentent et produisent de l'alcool. Et c'est comme ça qu'en buvant de l'alcool, elles consomment des levures qui vivent un peu dans leur corps. Et un jour, il y a 5500 ans, une mouche est tombée dans un seau de lait. Et les levures qui étaient dans la mouche se sont hybridées avec les levures qui étaient dans le lait. Et ça a donné pour la première fois une souche de levure qui faisait fermenter le lait, mais qui lui donnait un bon goût. Et là, miracle, les gens, au lieu de jeter ce seau de lait, ils l'ont gardé et ils ont perpétué cette souche de levure jusqu'à aujourd'hui. Alors on le sait grâce à la génétique des levures dans les mouches, dans le fromage et dans les fruits. Et on sait donc qu'il y a 5500 ans, c'est arrivé qu'une petite mouche tombe dans un seau de lait. Et ça nous a donné tous nos fromages. On ne dira plus moucha. Voilà. Une dernière chose. Vous êtes docteur en mécanique des fluides appliqués à la nage des bancs de poissons. Est-ce que vous nagez ? Est-ce que la chose la plus extatique de votre existence, c'est de nager de temps en temps, d'aller dans les fonds marins et de nager aux côtés des bancs de poissons pour vivre in situ ce que vous avez appris en tant que biophysicien ? Nager, mais avec un masque, effectivement, pour pouvoir voir, parce que... oui. Et sinon, on ne pouvait pas ouvrir les yeux. C'est quelque chose de merveilleux de voir, même d'écouter dans le monde marin. On est submergé par plein de sensations. Goûter, évidemment, des plats, c'est des sensations aussi. Moi, j'aime beaucoup les sensations qui nous permettent de ressentir le vivant comme ça, d'interagir avec des espèces autour de nous. Et c'est vrai que plonger dans la mer à la rencontre des espèces pleinement sauvages qui nous entourent, c'est une des plus belles choses qui soit. Merci Bill François d'être venu nous parler des mouches, du lait, des saumons, des tomates et tant d'autres, et de la pistache et du pistachier de Louis XIII. Oui, vous pouvez aller le voir. Qui est toujours au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, le plus grand menu du monde, chez Fayard. Merci encore. Merci à bientôt dans 2 ans. Prochain bouquin. On passe à notre débat sur les implications de la visite d'État du président iranien en Syrie. La Syrie du sanguinaire Bachar el-Assad est-elle redevenue fréquentable en rétablissant des relations diplomatiques avec la Syrie? Les puissances ennemies que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite sont-elles en train de rebattre les cartes au Moyen-Orient? On en parle après la mise au point d'Amira Swilem.